Les amis, aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver avec Maître Montesinos. Bonjour. On se situe au Conseil supérieur du notariat à Paris. Donc je t'ai fait part sur Instagram récemment de cette invitation et du fait que tu pouvais poser tes questions au travers d'Instagram pour que je puisse les retransmettre aujourd'hui. Donc Maître nous fait l'honneur aujourd'hui de pouvoir répondre à toutes tes questions. Maître, la première question qui ressort, quels sont les points de vigilance aujourd'hui lorsqu'on fait appel à un notaire? Alors les points de vigilance, c'est qu'il faut aller chez son notaire le plus rapidement possible, le plus en amont possible. Dès que vous avez l'idée de vendre ou d'acheter un bien immobilier, par exemple, il ne faut pas hésiter à se rendre chez son notaire parce que vous allez pouvoir anticiper au maximum les questions. Par exemple, au moment d'un achat, est-ce que vous achetez seul, à deux? Est-ce qu'on a une société à faire? Est-ce qu'on doit se paxer, se marier, etc. Il y a plein de choses à voir. Également son financement. Quel est le meilleur moyen pour acheter un bien? Est-ce qu'une hypothèque, une caution, etc. Et du côté du vendeur, c'est pareil. Je veux vendre mon bien immobilier, mais avant, j'ai peut-être quelques questions à me poser, quelques pièges à éviter. De venir nous voir en amont, on va pouvoir regarder l'impôt sur la plus-value, par exemple. On va pouvoir regarder si vous avez fait des travaux. Est-ce que j'avais pas des autorisations spécifiques à obtenir? Est-ce que j'ai pas un petit dossier à préconstituer pour mon futur acquéreur? Donc c'est pour ça que le point d'attention à avoir, c'est de venir nous voir le plus rapidement possible. Ça permettra de gagner du temps, de la fluidité, de l'efficacité. Bien sûr, c'est exactement comme un fiscaliste ou un expert comptable, tu as l'habitude avec mes vidéos. Il ne faut pas attendre d'acheter son bien immobilier pour aller le voir, il faut le faire en amont et réfléchir à toute ta stratégie bien avant. Tout à fait. Une autre question, quelles sont les différences de frais de notaire en fonction des biens? Souvent on peut remarquer des différences entre l'achat d'un garage, une cave par exemple, un appartement ou un immeuble. Alors en réalité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les frais d'acquisition, et je ne parle pas volontairement de frais de notaire, sont constitués de taxes essentiellement, à peu près 80%, et le reste, on va dire que c'est la rémunération du notaire. Et le travail du notaire, que vous vendiez un appartement, une maison, un garage, est exactement le même. Si bien que ce n'est pas le type de bien qui va expliquer la différence des frais d'acquisition, c'est la valeur du bien en fait qui va permettre de déterminer quel est le pourcentage de frais par rapport au prix du bien. Et donc, plus vous achetez un bien qui a une valeur basse, plus les frais en pourcentage seront élevés. Donc, ça coûte plus cher d'acheter un garage à 50 000 € que d'acheter un appartement à 500 000 € parce qu'il y aura certains frais qui vont être dégressifs. Eh oui, en fait, exactement comme la TMI, la tranche marginale d'imposition, il y a différents taux de pourcentage pour les émoluments, pour les frais d'acquisition. Et si tu es en dessous de 60 000 €, par exemple, ces taux sont plus importants. Donc si tu achètes une cave, par exemple, à 30 000 €, en proportion, les frais d'acquisition vont être plus importants qu'un bien à 1 million d'euros. En revanche, le taux d'imposition, lui, reste stable. Il est exactement le même. Et pour les prix qui sont les plus faibles, en dessous de 9 000 €, le notaire est plafonné, c'est-à-dire que sa rémunération ne pourra pas dépasser 10% du prix d'achat. Sinon, on aurait plus de frais d'acquisition que de prix du bien. Exactement. Ça peut se produire, par exemple, quand vous avez des ventes sur un bien qui vaut 500 €, et bien là, la rémunération du notaire sera de 90 € hors taxe maximum. Il y a une autre question que beaucoup se posent, et je pense qu'on a déjà dû vous la poser. Est-ce qu'on peut négocier les frais de notaire, et même dans sa globalité, comment est-ce qu'on peut réduire les frais d'acquisition? Alors, les frais d'acquisition, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est composé effectivement de la rémunération du notaire, mais également une part d'impôt et une part de débours. Les débours, ce sont les sommes que le notaire va avancer pour le compte du client pour avoir certains documents. Là, les taxes, ce sont les différents impôts que vous allez payer au notaire, qui va ensuite les reverser à l'administration fiscale dans le cadre de votre achat. Et puis, il y a effectivement la rémunération du notaire. La rémunération du notaire, elle est fixée légalement, réglementairement, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas notre rémunération. Donc, pour pouvoir négocier les frais de notaire, en fait, on va pouvoir jouer sur d'autres choses. Par exemple, lorsque j'achète un bien en passant par un agent immobilier, j'ai intérêt à regarder à qui va incomber les frais de négociation, qui va payer les frais d'agence. Si c'est un mandat de recherche ou si les frais sont à la charge de l'acquéreur, vous aurez le prix d'une part et les frais d'agence de l'autre. Et vous ne paierez de frais d'acquisition que sur le prix, à l'exception des frais de négociation. Si en revanche vous achetez un bien, frais de négociation compris, vous allez payer la fiscalité sur ces frais de négociation. Donc il est important de regarder qui a la charge des frais d'acquisition. Est-ce qu'on a un mandat de recherche? Est-ce qu'on a des frais d'acquisition à la charge de l'acquéreur ou à la charge du vendeur?
Un autre petit moyen pour pouvoir diminuer un petit peu les frais d'acquisition, c'est de prévoir du mobilier dans la vente. Par exemple, vous achetez un appartement, une maison dans lequel vous avez une cuisine avec du bel électroménager, eh bien, on a possibilité de faire une ventilation, de dire que la part concernant la maison ou l'appartement, je dis n'importe quoi, c'est 180 000 € et la valeur des biens mobiliers qui sont vendus, c'est 10 000 €. Sur ces 10 000 € là, vous ne paierez pas non plus de fiscalité. Ça permet également de réduire un petit peu les frais d'acquisition. Très bien. Donc pour résumer de façon, on peut être amené à payer les frais d'acquisition sur les honoraires de l'agent immobilier, Exactement. donc à les faire passer du côté Tout à vendeur. fait. Et deuxième point, le mobilier. S'il y a une cuisine, Voilà. même si tu achètes un bien qui est ancien, il se peut qu'il y ait déjà des cuisines à l'intérieur. Un immeuble de rapport, par exemple, avec 5 cuisines à l'intérieur, ça peut représenter un montant qui est conséquent et t'aider à réduire un petit peu ses frais d'acquisition. Tout à fait. Okay. L'autre question qui découle de ça, si on a des meubles à l'intérieur, alors pour le cas de quelqu'un qui achète un bien qui est neuf, entièrement meublé, comment ça se passe pour déduire ce forfait meuble? Est-ce qu'il y a besoin de déclaration? C'est uniquement déclaratif? Est-ce qu'il faut des factures? Dans le cas où j'achète mes biens, mes meubles par exemple sur le Bon Coin, et que c'est des meubles d'occasion, comment est-ce que je procède? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la tentation du coup, c'est de se dire, eh ben, j'ai qu'à mettre un prix assez élevé sur les biens mobiliers et je ne vais pas payer de frais d'acquisition, enfin de taxes sur ce montant-là. Eh bien, c'est l'administration fiscale qui nous répond et qui nous dit que on ne peut déduire la valeur du mobilier que s'il fait l'objet d'une production de facture ou d'un inventaire. Mais ça peut également être par déclaration, c'est-à-dire que dans l'acte de vente, je vais dire que je laisse dans la maison, dans l'appartement ou dans l'immeuble de rapport un certain nombre de mobiliers et on devra faire une ventilation article par article. On n'est pas obligé forcément d'avoir un inventaire ou de produire les factures. Mais attention, l'administration fiscale peut vous contrôler et là, il faudra justifier quand même de la valeur de ce mobilier. Bien sûr. Donc, alors si c'est un achat neuf, facture, c'est assez simple. Si on n'a pas gardé les factures, éventuellement une capture d'écran de l'article qu'on aurait acheté sur Internet par exemple, je te conseille quand même d'avoir le réflexe de garder les factures. Pour le cas de mobilier qu'on a acheté sur Internet, sur le Bon Coin par exemple, est-ce qu'on peut avoir les captures d'écran des annonces par exemple? Ça peut être une preuve ou pas? Oui, tout moyen de preuve peut être retenu, aucune difficulté. Alors celle-ci, on me l'a énormément posée. Lorsqu'on achète un bien, un immeuble par exemple, en un seul bloc, et qu'on le revend à la découpe, comment est ventilée la taxe sur la plus-value? Très très grosse question. Alors c'est une très grosse question et surtout que c'est une question qui est de plus en plus importante puisque maintenant vous avez des personnes qui vont avoir acheté une maison avec un grand terrain et qui peuvent se dire eh bien finalement est-ce que je ne vends pas la maison d'un côté et le terrain de l'autre, et ce qui va permettre d'augmenter finalement son prix de vente. Donc là va se poser effectivement la question de la plus-value immobilière parce que autant lorsqu'on vend sa résidence principale, on est exonéré de plus-value, est-ce que le terrain que je vais détacher, je vais avoir ou pas de l'impôt sur la plus-value à payer? Et là de nouveau c'est l'administration fiscale qui va nous répondre avec une notion de vente de la résidence principale et des dépendances immédiates et nécessaires. Donc par exemple si je vends ma maison d'une part et puis le garage d'autre part, on pourra, si les deux ventes se réalisent dans un temps très court, bénéficier de l'exonération de résidence principale pour les deux ventes. D'accord. Vous avez également la situation, vous aviez acheté un immeuble de rapport et puis finalement vous souhaitez le vendre, ce n'était pas l'objectif de départ et vous dites bah oui mais j'ai peut-être intérêt de le vendre à la découpe et puis nous j'aurai 4 ventes au lieu d'une seule vente. Et là eh bien, pour chaque vente on va calculer s'il y a de la plus-value dégagée ou pas, et on sera imposé vente par vente. Si maintenant vous décidez d'acheter en ayant en tête de revendre à la découpe ensuite, attention, là vous pouvez être considéré comme un marchand de biens et sortir du régime des particuliers et être imposé en tant que tel. Donc là de nouveau, c'est pour ça qu'il faut aller voir votre notaire le plus rapidement possible parce qu'en fonction du projet, il va pouvoir vous donner les meilleurs conseils possibles. D'accord. Vous avez une idée du délai? Je reprends l'exemple d'une résidence principale, une maison, je détache une partie du terrain. Combien j'ai de délai pour pouvoir le vendre et bénéficier de l'exonération? Alors c'est une question de fait, parce que ce qu'il va falloir démontrer, c'est que vous avez voulu vendre les deux biens en même temps, mais effectivement, vous n'allez pas forcément réussir à vendre les deux biens le même jour. Bien sûr. Et on peut avoir réussi à vendre assez rapidement le garage et à vendre la maison un petit peu plus tard. Ce qu'il faudra, c'est démontrer que dès le départ, vous aviez vendu les deux biens en même temps et qu'au final, il y a eu un petit peu de délai entre les deux opérations, mais il y avait bien une volonté de vente globale dès le départ, sauf qu'on avait deux acquéreurs différents. Bien sûr. Donc encore une fois, en cas de contrôle, ça veut dire prouver qu'on a mis les annonces en même temps, par exemple, et non pas je vends mon garage, 5 ans après je vends ma résidence principale. Là, ça marchera pas. Là, ça fonctionnera pas. Ok, merci. Pour le cas de l'immeuble, si on veut aller un peu plus profondément dans la question, je possède un immeuble de 4 appartements, je l'ai acheté en bloc, il m'a coûté 100 000 € par exemple, travaux et gains immobiliers.
et je vends que 2 appartements. Mais ces 2 appartements sont ceux de l'étage supérieur, donc ils ont une belle vue, par exemple une terrasse, ils sont mieux valorisés que ceux d'en dessous. Comment est-ce que je vais ventiler ma plus-value par rapport au coût d'achat? Alors, la plus-value, c'est la différence entre votre prix d'achat et votre prix de revente. Quand le prix d'achat portait sur un bloc et que vous revendez à la découpe, il va falloir faire une ventilation entre les 4 appartements. Et peut-être que déjà, au départ, l'appartement qui était au dernier étage avec une belle vue, on peut déjà le valoriser plus cher que le reste des appartements. Donc là, ça va être sur déclaration du vendeur qui va pouvoir faire la ventilation. Mais de nouveau, vous pouvez avoir un contrôle de l'administration fiscale et il faudra justifier par des éléments concrets que cet appartement du dernier étage pouvait être estimé plus cher tant à l'achat qu'à la revente. D'accord, donc là tu peux avoir des astuces pour valoriser tes appartements, évidemment avec l'aide d'un agent immobilier, d'un expert immobilier, mais tu peux les valoriser, donc essayer de réduire un petit peu ta taxe sur la plus-value suivant les biens que tu vas vendre. Et de même, dans ta stratégie, tu peux choisir quels biens tu vas vendre. Les plus intéressants, peut-être ceux qui se valorisent le mieux pour réduire un petit peu ta taxe sur la plus-value. Ça peut être intéressant dans ta stratégie. La ventilation que vous faites, elle doit simplement être cohérente. Alors, question suivante. Je souhaite acheter un nouveau bien immobilier. Est-ce que c'est intéressant si je possède déjà un bien immobilier qui est entièrement payé, qui est cash par exemple? Est-ce que c'est intéressant de le mettre en hypothèque pour faire de nouvelles acquisitions? Alors oui, ça peut être intéressant parce que si vous avez un patrimoine qui n'est pas très liquide, mais que vous avez pas mal d'immobilier, vous pouvez aller voir le banquier pour lui demander, ben voilà, je souhaiterais faire l'acquisition de tel bien et je préférerais passer par une hypothèque plutôt que de vendre le bien et avoir de l'apport. Et donc là, le banquier va regarder quelle est la valeur de l'immeuble que vous allez donner en garantie et puis il va faire une sorte de ratio pour dire, eh ben, je prête par exemple jusqu'à 80% de la valeur de cet immeuble que vous me donnez en garantie. Donc ça permet peut-être de moins aller chercher d'apport, moins d'aller chercher de liquidité et d'optimiser un petit peu ses possibilités de financement. Alors on regardera toujours votre taux d'endettement, mais au moins ça peut vous permettre de ne pas avoir à vendre certains biens pour pouvoir acheter d'autres biens. Tout à fait. Stratégiquement, tu peux l'utiliser par exemple dans le cas de l'achat à l'étranger. J'ai souvent la question, je souhaite acheter à l'étranger, si tu as un bien immobilier, un contrat d'assurance vie, tu peux le nantir ou le mettre en hypothèque pour acheter. Un autre cas aussi, c'est le refinancement. Tu possèdes des biens immobiliers, des biens de famille par exemple, des biens dont tu n'as pas envie de te séparer pour peu importe tes raisons. Plutôt que de revendre ou de payer une taxe sur la plus-value ou un bien auquel émotionnellement on est attaché, refinancement, ça permet de dégager un peu de cash et de repartir sur des nouvelles opérations. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. Et en général, les banques françaises, lorsque vous voulez acheter à l'étranger, ne veulent pas prendre une garantie sur le bien à l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas le marché à l'étranger et donc elles préfèrent que le bien donné en garantie soit un bien en France où elle connaît véritablement sa valeur. Ok. Question suivante. Quel est votre avis sur le bail notarial et quelle est son utilité? Déjà, vous allez bénéficier de l'expertise d'un professionnel, du notaire, qui va pouvoir attirer toute votre attention sur les éléments qui sont importants pour le bailleur. On a des normes de salubrité publique qui sont importantes. De plus en plus, le bailleur peut avoir une responsabilité lourde s'il ne loue pas, par exemple, un logement décent. Le notaire va vous aider à bien voir quelles sont vos obligations, à avoir le contrat qui vous permettra de ne pas engager votre responsabilité à faire toutes les vérifications nécessaires. Il y a également un conseil qui est important. On va pouvoir bien expliquer au bailleur comme au locataire quels sont les travaux, qui doit faire ces travaux, comment on fait l'état des lieux, etc. Mais l'avantage surtout du bail notarié, c'est qu'en plus vous avez ce qu'on appelle un titre exécutoire. C'est-à-dire que si votre locataire ne vous paie pas, vous pouvez aller voir directement l'huissier de justice qui va pouvoir prendre des mesures immédiates contre votre locataire, par exemple faire une petite saisie sur salaire, parce que le bail notarié vaut comme si c'était un titre exécutoire, comme si c'était une action en justice. Donc ça permet de gagner du temps. On n'est pas obligé d'aller devant le tribunal pour faire reconnaître l'existence de sa créance. Et ça, c'est une grosse différence. Eh oui, quels sont les délais moyens qu'on peut gagner justement? Les délais moyens, quand vous devez aller en justice, là ça va dépendre d'un tribunal à l'autre, d'une cour d'appel à l'autre, mais vous pouvez rapidement gagner 1 an. Ah oui, ouais, donc ça fait une grosse différence. Et quel est le coût en fait? C'est pour qu'ils puissent mesurer le coût en fonction des avantages qu'ils ont. Quel est le coût d'un bail notarié? Alors le bail notarié, si on est sur un bail d'habitation classique, c'est un demi-loyer hors taxe. C'est pas énorme, hein, je trouve, par rapport aux gains et de temps et d'argent aussi, c'est pas énorme. Tout à fait. Et puis pour un bail commercial, c'est un petit peu différent. Là, les honoraires sont fixés librement entre le notaire
et le preneur qui prendra à sa charge les frais d'acte. D'accord. Je pense que c'est trop méconnu, le bail notarié, les gens n'ont pas les réflexes. Moi, le premier, hein, c'est une information que je connais, mais j'ai pas l'habitude de le faire. Donc... Et pourtant, et ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans nos études, quand les bailleurs viennent nous voir et qu'ils se rendent compte des avantages qu'ils auraient pu avoir avec un bail notarié, je peux vous dire que quand ils se sont fait avoir une fois, la seconde fois, ils passent par le notaire pour faire le bail, quitte à prendre en charge ces frais de bail, de manière à ne plus avoir de mauvaises surprises et avoir un levier supplémentaire pour récupérer ses loyers. Et je pense que les gens ont la croyance que ça coûte plus cher. Exactement. Moi-même, je m'attendais à plus cher aussi également. Et non, il faut toujours poser la question. Ok, donc allez voir le notaire au début, comme d'habitude. Exactement. Question suivante, le bas qui blesse. La taxe sur la plus-value, comment est-ce qu'on peut ne pas en payer du tout? C'est la question. Alors comment on peut ne pas en payer idéalement et comment est-ce qu'on peut la diminuer? Alors, la taxe sur les plus-values immobilières, il y a déjà un certain nombre de cas où vous n'avez pas de plus-value immobilière à payer parce qu'il y a des exceptions qui sont listées par le Code général des impôts. La plus connue d'entre elles, c'est la vente de sa résidence principale. Mais vous avez également ça lorsque vous vendez et que le prix est inférieur à 15 000 €, vous n'avez pas non plus de plus-value immobilière. Donc si par exemple c'est une famille qui vend un appartement et qui a plusieurs propriétaires, vous avez 15 000 € autant de fois que vous avez de propriétaires. Donc ça permet quand même déjà parfois de ne pas avoir d'impôt sur la plus-value à payer. Vous avez également le cas où vous n'étiez plus propriétaire de votre résidence principale, mais vous aviez une résidence secondaire. Et si vous vendez votre résidence secondaire et que vous réemployez le prix de vente à l'achat d'une résidence principale dans les 2 ans, vous ne pouvez pas avoir d'impôt sur la plus-value. Donc lorsque vous vendez, de nouveau, la première question à se poser, c'est d'aller voir le notaire. Est-ce que je vais avoir ou pas de l'impôt sur les plus-values à payer? Suis-je dans un cas d'exonération? Et si jamais vous n'êtes pas dans un cas d'exonération, l'administration fiscale permet quand même de déduire certaines choses. On va redéfinir le prix de vente et on va redéfinir le prix d'acquisition. Pourquoi? La plus-value, c'est la différence entre mon prix de vente et mon prix d'achat. Le prix de vente, il peut être corrigé tout simplement parce que vous avez faire des diagnostics, vous avez fait certaines choses pour pouvoir parvenir à la vente. Donc par exemple, les frais de diagnostic, amiante, plomb, etc., vous pouvez déjà les déduire de votre prix de vente. De la même manière, lorsque vous vendez votre bien, lorsque vous l'avez acheté, vous aviez acquitté des frais à l'époque, vous avez peut-être fait des travaux et on va pouvoir également corriger votre prix d'acquisition. Alors sur les travaux, ce serait un petit peu long à expliquer, mais vous ne pouvez pas déduire tous les travaux. Ça doit être des travaux de construction, de reconstruction ou d'amélioration. Ça doit être fait par des entreprises pour que l'on puisse les déduire. Les frais de réparation, d'entretien, eux, ne sont pas forcément déductibles. Et puis si vous ne pouvez pas justifier de travaux, vous bénéficiez également d'un forfait de 15% qui permet également d'augmenter votre prix d'acquisition. Et puis après, il y a un système dégressif, c'est-à-dire que plus vous êtes propriétaire, plus le montant de votre impôt sur la plus-value va diminuer. Donc de nouveau, là, au moment où vous allez vendre, ce qu'il faut, c'est calculer cette plus-value immobilière au plus juste, la payer, parce qu'on doit la payer, mais en revanche, elle doit être calculée de manière correcte. D'accord. C'est important pour le forfait des 15%, à partir de la 5e année d'ailleurs. Exactement. J'en ai bénéficié le mois dernier. J'ai attendu le moment décembre pour pouvoir en bénéficier. Mais oui, mais parfois, ça peut être le conseil que l'on donne. Quand une personne vient nous voir, on dit « mais attendez, dans un mois, vous serez à 5 ans et vous n'aurez pas de justificatif de facture à faire. » Et donc là, il peut être intéressant pour le vendeur d'attendre juste un mois avant de pouvoir vendre son bien immobilier. Exactement. Il y a une petite chose aussi, beaucoup se font avoir lorsqu'ils veulent rénover eux-mêmes leur bien immobilier et qu'ils veulent déduire les travaux qu'ils ont fait eux-mêmes de leur plus-value. Et là, souvent, on arrive chez le notaire avec nos petites factures, pensant que ça va fonctionner et douche froide. Ça peut être la douche froide. C'est-à-dire que si c'est de la construction ou de la reconstruction, vous allez pouvoir passer les factures de matériaux. Parce qu'on a un permis de construire, parce qu'on a une autorisation d'urbanisme qui démontre qu'on a construit ou reconstruit. En revanche, ce ne sont que les travaux de rénovation. Vous aviez acheté quelque chose qui n'était pas en très bon état et vous avez passé tous vos week-ends. Et bien là, vos factures de matériaux, vous ne pourrez pas les déduire et vous ne pourrez bénéficier que du forfait de 15%. Raison de plus pour déléguer, tu me connais là-dessus, ok? Parfait. Il y a une autre petite chose aussi qui est aussi méconnue. Si par exemple on est dans une résidence principale, qu'on souhaite la vendre, mais c'est un bien qui est assez conséquent, qui va mettre du temps à se vendre, on peut changer de résidence, aller ailleurs à ce moment-là, garder ce bien qui normalement aurait été considéré comme une résidence secondaire, on a 2 ans pour le vendre, pour qu'il soit encore considéré comme résidence principale. Encore une fois, il faut justifier. Comme le cas qu'on a évoqué précédemment, il faut justifier que tu l'as mis en agence immobilière, qu'il y a eu des visites, etc., etc. Mais ça peut te permettre de faire une transition et de mettre un bien, par exemple,
en Airbnb le temps de la vente, si tu arrives à justifier de la vente, donc, et de dégager du rendement et de pouvoir quand même profiter de la résidence principale. Oui, c'est le cas où vous avez une mutation professionnelle, par exemple, vous êtes donc obligé de déménager, de louer, et puis vous avez mis en vente votre maison ou votre appartement, il ne se vend pas aussi vite que vous voulez. Mais là, effectivement, il va falloir démontrer qu'à partir du moment où vous avez quitté la maison, vous avez tout mis en œuvre pour pouvoir vendre ce bien. Effectivement, vous pourrez bénéficier d'une exonération de la plus-value immobilière, même si vous l'avez vendu 8 mois, 9 mois après l'avoir quitté. Ça fait beaucoup de cas quand on a les bonnes informations. Hein. Exactement. Et enfin, dernière question, qui ne pouvait pas être plus d'actualité, les crypto-monnaies. C'est un sujet que j'aborde de plus en plus d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui acheter un bien immobilier avec des crypto-monnaies? Alors, vous ne pourrez pas acheter un bien directement avec des crypto-monnaies. C'est-à-dire que l'acte notarié, l'acte de vente, il doit être exprimé en euros. Donc votre prix de vente, c'est par exemple 200 000 euros. Et on ne pourra pas dire que c'est tant de crypto-monnaies. Parce qu'il y a cette obligation que les actes doivent être rédigés en euros. Pour autant, rien n'interdit soit de vendre des bitcoins par exemple, pour pouvoir ensuite faire l'achat de ce bien. Également, si votre vendeur est d'accord pour être payé en bitcoin, par exemple, c'est possible. Mais attention, là, il va y avoir des précautions à prendre. Premièrement, est-ce que j'ai pas un prêt à rembourser? Est-ce que j'ai pas de l'impôt sur la plus-value à payer? Parce que là, je n'ai pas d'argent qui transite. J'ai seulement le fait qu'on a dit que j'ai vendu un bien immobilier, qu'en contrepartie, en échange, si vous voulez, et pas en vente, on va me payer en crypto-monnaie, ce dont je suis d'accord, mais il n'y a pas d'argent. Donc là, ça peut déjà poser des difficultés parce qu'on ne va pas pouvoir rembourser le prêt ou parce qu'on ne va pas pouvoir payer l'impôt sur la plus-value. Donc ça voudra dire qu'on ne pourra pas véritablement se servir de la crypto-monnaie et qu'il vaut mieux passer par un prix de vente classique. Et de la même manière, ça pose un problème de volatilité. Bien sûr. Parce que le cours de ces crypto-monnaies, il change. Et puis également un problème de sécurité parce que lorsque vous achetez un bien, le prix de vente est versé entre les mains du notaire en euros. Donc quand on vous remet les clés, vous êtes sûr que le prix il a été payé. Là, si ça ne passe pas entre les mains du notaire, on ne sait pas si vous avez été payé ou pas. Et que se passe-t-il si au dernier moment, on ne peut pas vendre? C'est pour ça que pour le moment, ce n'est pas possible. Et puis il y a également d'autres problématiques liées au fait que ces crypto-monnaies ne sont pas des monnaies ayant valeur légale. Elles peuvent être considérées indirectement comme monnaie d'échange, mais pas comme monnaie de paiement. Et étant donné que ce n'est pas considéré comme une monnaie légale aujourd'hui, est-ce que ça peut être considéré juridiquement au même type que vous me vendez un bien immobilier, je vous donne une banane en échange, un objet, est-ce que ça peut être considéré comme du troc? C'est ça, c'est un échange. En réalité, c'est une dation en paiement. Je ne vous paye pas au moyen d'une somme d'argent, je vous paye au moyen d'un autre bien. Pour ça, par exemple, j'achète un appartement et en échange, je vous donne un terrain. Ça peut être ça, mais ça veut dire qu'il faut valoriser ces crypto-monnaies. D'accord. Je pense que si on a eu la question, c'est parce que bon, y a des personnes qui ont gagné énormément d'argent dans les cryptos les dernières années, et surtout parce qu'ils savent très bien que s'ils changent de leur crypto-monnaie en monnaie fiat, donc en monnaie fiduciaire, des euros, des dollars, ils vont être imposés, donc ils aimeraient les dépenser avant d'être imposés. À savoir, petite spécificité fiscale crypto-monnaie, même si aujourd'hui tu as de l'argent en crypto-monnaie, que tu n'as pas encore payé ton impôt, à partir du moment où tu payes un bien ou un service avec ces crypto-monnaies, même si ce n'est pas transité par de la monnaie fiduciaire, tu payes quand même des impôts dessus. Tu dois en tout cas payer de l'impôt. Exactement. Donc dans tous les cas, même si tu aurais pu payer ton bien, tu aurais quand même payé de l'impôt sur ta crypto-monnaie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de personnes qui vont vendre leur bitcoin, par exemple, avoir de l'argent en euros pour ensuite faire l'achat. Parce qu'il faut en plus trouver le vendeur qui va accepter d'être payé en bitcoin ou avec une autre monnaie, une crypto-monnaie, et c'est pas forcément évident. Peut-être dans quelques années. Peut-être. Ça arrive assez vite. Exactement. Okay. Maître, merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'espère que ça t'a plu. Tu vois, c'était assez complet. Et puis, quand même, aujourd'hui, on est au Conseil supérieur du notariat à Paris. Exactement. Donc, c'est pas rien. Et grâce à vous, grâce à cette communauté, donc, je te remercie. Tu me diras en commentaire si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé les réponses de cher maître. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire, ça peut être l'occasion de faire une autre vidéo peut-être un jour. N'oublie pas que tu peux te rendre sur le site des notaires de France, tu as énormément d'informations, ça pourra répondre à tes questions. Et évidemment, si cette vidéo t'a plu et si ça t'a plu qu'on soit ici aujourd'hui en ce jour, partage cette vidéo, mets un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, je te souhaite une très très bonne journée, futur entier, et je te dis à très bientôt. Salut!